Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts, l'émission qui vous propose de jeter un coup d'œil sur l'actualité de la semaine en région bruxelloise avec des confrères de la presse, notamment Benoît Toussaint pour le Bonjour quotidien. Fabrice, bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour. Guy Bernard pour le quotidien La Dernière Heure. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Philippe Carlo écrit de la plume mais aussi de sa voix pour Vivacité, bonjour. Bonjour. Et Marc Debont, journaliste pour Télé Bruxelles. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous quatre, merci d'être avec nous au cours de cette émission. Nous parlerons de Deleuze, nous parlerons des négociations en cours pour former un gouvernement bruxellois ou un gouvernement fédéral. Nous parlerons également d'un problème de costume ou d'uniforme au lycée Guy-Quidel à Saint-Josse, mais nous allons commencer par ce qui a fait l'actualité du début de la semaine et qui risque de faire à nouveau votre actualité demain. C'est le parcours des Diables Rouges en Coupe du Monde. Mardi soir, première victoire des Diables et ambiance de folie dans les rues de Bruxelles. Diane Warland, Benoît Ferrir étaient notamment à Jette. Ambiance de folie sur la place du Miroir hier soir à Jette. Le Diable Fellaini vient de marquer le premier but. C'est l'euphorie qui gagne tous les supporters. Ouais, c'est cool, on a marqué. Oh, oh, oh. Enfin, 1-1. Mais là, on va marquer un deuxième. Oh, voilà, on met plein la vue. C'est un immense soulagement, car le pénalty marqué par l'Algérie lors de la première mi-temps en avait glacé ici plus d'un. Un partout, tous les espoirs sont permis. Beaucoup de Belges sont de sortie dans les espaces publics ou dans les cafés. D'autres, par contre, sont restés au bureau. Dans cette entreprise, on mise sur la fibre footballistique des employés pour renforcer la cohésion de l'équipe. Coupe du Monde au bureau, on voit les choses différemment. C'est-à-dire que d'habitude, on voit les collègues habituellement au travail. Et là, on les voit sous un autre jour. On les voit avec une autre ambiance, une autre mentalité. C'est une autre personnalité qu'on voit aussi. Retour place du Miroir, la tension est à son paroxysme. J'aimerais bien que le deuxième goal arrive, ça va peut-être arriver, j'espère, de tout cœur. Mais l'attention est là, ça pour l'instant, l'attention est là. Mertens vient de marquer le second but de la soirée. Place du Miroir à Jette, la foule explose littéralement de joie. Au coup de sifflet final, les supporters exultent. Le Nirvana gagne tout Bruxelles. La Belgique vient de gagner son premier match de cette Coupe du Monde. Francophones, flamands, wallons, on est tous ensemble, on est là. Quoi qu'il advienne, l'honneur est sauf pour la Belgique avec cette première victoire. Hier soir, les Diables ont ravivé la fibre patriotique de tout un pays. Voilà, chaud d'ambiance, et c'était dans tout Bruxelles, mardi soir. Guy Bernard, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'on n'est pas excessivement enthousiaste pour ce qui n'est qu'un match de premier tour? Mais c'est évidemment excessivement agréable, on est bien d'accord. Mais je suis de votre avis, on en fait peut-être un peu beaucoup. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer dimanche soir, a fortiori jeudi prochain, et qui sait si on va un petit peu plus loin. Donc on est déjà assez loin dans l'excès qui jusqu'ici se passe bien, mais effectivement c'est le tout début, donc c'est un peu étonnant. Donc ça veut dire quoi? Si on est exubérant, c'est qu'on avait besoin d'oublier la crise et besoin de... Allez, c'est quand même assez rare qu'il y ait un spectacle, puisqu'on parle aussi de spectacle, qui soit comme ça universellement partagé par tous les Belges. Ça fait 12 ans aussi que les Belges attendent ça. Ça fait 12 ans qu'ils sont privés de Coupe du Monde. Donc voilà, il y a un manque qui est enfin à combler, ce qui explique sans doute pourquoi il y a tant d'exubérance. Ça se présente, il y a une exubérance qui est considérable, sans doute comme dit Marc, que l'attente des 12 ans. Et puis on a une équipe que tout le monde veut, dit... extraordinaire, donc on en attend forcément beaucoup, donc l'enthousiasme est sans doute décuplé en fonction de cette espérance folle. Et ce qui est impressionnant, c'est que pour ce match de premier tour, on a déjà battu le record absolu d'audience de l'histoire de la télévision belge. C'est jamais vu, même les ch'tis n'avaient pas fait aussi bien. Et petite anecdote, juste en arrivant ici dans le studio, il y avait une voiture qui tournait ici dans le quartier avec le grand Jojo Mexico qui passait là aujourd'hui. Il y en a qui l'écoutent quand même. Il y en a qui l'écoutent encore aussi, tout à fait. Ouais. Philippe Carlo, est-ce qu'on n'est pas en train de verser tout doucement dans ce qu'on reproche parfois à nos voisins français qui s'appelle du chauvinisme? Oui, on est en plein délire chauvin, ça me paraît manifeste, parce que... Je vois Marc Debont qui tique. Hein, autant d'enthousiasme pour un spectacle aussi quand même médiocre que le premier match des Diables. Alors effectivement, la victoire était au bout, mais on ne peut pas dire qu'il y avait lieu de s'enthousiasmer sur la qualité du jeu développé. Donc oui, effectivement, je crois qu'on est dans une séance de délirium tremens collectif.
Ouais. Et c'est Chauvinisme, excessif, donc, j'ai ouais. pris la définition du Larousse. Patriotisme excessif, aveuglant, agressif et intransigeant. Pas l'impression qu'on y soit, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la fête globale. Ouais. Est-ce que vous attendiez quand même les uns et les autres? Moi, ce qui m'a très fort surpris, donc qu'il y ait des scènes de liesse auprès des écrans géants, on pouvait s'y attendre, mais qu'on voit des gens rallier les carrefours, descendre dans la rue, se poster au bas de leur immeuble avec des drapeaux. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez C'est une anticipé? tradition. Ouais. Mais c'est le côté étonnant à ce stade-ci, je trouve. Je veux dire, en une période glorieuse, la Grand Place était noire de monde, mais on était en demi-finale de la Coupe du Monde. Ici, on ouvre simplement les hostilités, on s'en sort bien, et peut-être que le suspense en a rajouté une couche dans l'enthousiasme d'après-match, mais c'est un enthousiasme qui est gigantesque étant donné le début de Là encore, on oublie, de la compétition. parce que ça fait 12 ans que la Belgique n'a plus l'habitude de gagner, mais il y a quelques années, il y a 12-15 ans, à chaque victoire des Diables Rouges, c'était ce cortège, même pour un match de qualification de la Coupe du Monde, hein, donc c'était pas... dans cette démesure-là, quand même. Si. C'était, tout le monde allait à la bourse. Et est-ce que c'est le signe que les Même si Belges, c'était un 1-1, hein. Ouais, est-ce que c'est le signe que les Belges ou les Bruxellois ont vraiment besoin de bonnes nouvelles et que dès qu'ils en ont une et qu'elle est relativement collective, on la célèbre? Bien sûr, et excessivement. puis le Belge est un patriote qui s'ignore un petit peu. À chaque fois qu'il y a une petite touche belge quelque part, que ce soit dans la cérémonie d'ouverture par exemple, ou pour les ralentis des matchs de football en télé, avec la firme on VS, vient ouais. toujours apporter cette petite touche belge et on dit qu'il y a une certaine fierté. Souvenez-vous de la finale Clijsters N1, Bien sûr. le monde qu'il y avait sur la Grand Place, on est plus ou moins dans cette ferveur-là. Alors, je vous propose d'accueillir nos invités. On ne parlera pas que football avec eux, mais on va quand même leur demander ce qu'ils pensent des Diables Rouges et du début du parcours. C'est Zoé Genot et Alain Destex. Donc voilà, Zoé Genot, désormais députée bruxelloise, chef de groupe pour écolo au Parlement bruxellois. Alain Destex, député bruxellois également au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le mouvement réformateur. On va vous demander la même question qu'aux experts. Est-ce qu'on est dans le chauvinisme ou dans la célébration sympathique? Bon, moi, pour ma part, j'ai été après le match parce que ma fille et mon homme sont complètement fans de foot à la bourse. C'était assez bon enfant. Il y avait aussi bien des supporters algériens qui faisaient la fête avec les supporters belges. Mais on sentait quand même une envie de fête, etc., qui laissait pressentir des accidents comme ils sont produits par la suite. Oui, il y a eu un décès, une personne qui est tombée d'une statue. On voyait beaucoup de gens qui avaient beaucoup bu, qui étaient très excités. Et c'est vrai que dans ces mouvements de foule, il peut toujours y avoir quelque chose qui se passe. Quoi. Oui. Alain Destex, je vois que vous avez un badge. Oui, on m'a donné ça tout à l'heure. Moi, je trouve ça très bien, en fait, parce que voilà, nous sommes un pays peu chauvin, qui s'enthousiasme difficilement, pas comme les Français, qui, à la moindre victoire, démarrent au quart de tour. Et c'est très rare, en fait, qu'il y ait des émotions collectives qui rassemblent tous les Belges. Ça arrive, en fait, quand Justine Henin gagnait à Wimbledon ou d'autres, enfin, c'est extrêmement rare. On a eu, par exemple, un prix Nobel de physique cette année. Ça arrive aussi tous les 20 ans. Hein. Ça ne déclenche pas, évidemment, c'est normal. C'est difficile de descendre dans la rue effectivement, en hurlant la formule. Nous ne sommes pas généralement un peuple très fier de nous-mêmes. Et je trouve que pour une fois, moi, je trouve ça plutôt sympathique et positif. Allez, je vous propose d'entamer la suite de notre tour de l'actualité. On va commencer par l'actualité sociale avec un conseil d'entreprise qui a tourné court au sein de l'entreprise Delhaize. Le patron Didier Knopf ne s'est pas présenté. Du coup, les syndicats ont claqué la porte. C'est un reportage de Pierre Baudot, Benoît Ferrir et nous sommes mercredi. Alors camarades, que les choses soient tout à fait claires en résumé, tant que Knopf n'est pas là, il n'y aura pas de conseil d'entreprise. Scandaliser une nouvelle fois les représentants du personnel de Delhaize, la raison de leur indignation, l'absence de Denis Knopf, le directeur général, au conseil d'entreprise extraordinaire de ce mercredi. Puisqu'il n'a pas voulu venir aujourd'hui, nous on n'a pas envie de rester tout simplement non plus, en sachant que de toute façon le processus n'est pas interrompu, on se voit la semaine prochaine, on étudiera les questions et on gèlera, comme on a demandé, toute la phase d'information pendant l'été et on se retrouvera courant septembre pour la suite des événements. Cette réunion écourtée laisse donc un goût amer aux travailleurs de Delhaize. Leurs nombreuses questions sur leur avenir restent actuellement sans réponse. Ça va à quelque chose de plus concret quand même. Comment on va s'en sortir, s'il va y avoir des prépensions, des départs volontaires, on ne sait rien. On a bien vu dans d'autres conflits sociaux,
à la fin, finalement, les gens reviennent de vacances et ils sont virés, et voilà. Et c'est trop tard, et l'histoire est finie. Pas question de relâcher la pression sur la direction. La mobilisation se poursuit du côté des travailleurs et de leurs représentants syndicaux. On a beau retourner le problème dans tous les sens, on ne voit pas comment demain Deleuze peut fonctionner avec 2500 travailleurs en moins. Une prochaine réunion syndicat-direction est prévue le mercredi 25 juin à 9h. Si Denis Knops reste aux abonnés absents, les syndicats ont déjà annoncé qu'ils pratiqueront eux aussi la politique de la chaise vide. Allez, première réaction, Benoît Toussaint. Je pense que l'attitude de M. Knops devrait être donnée dans toutes les écoles de communication comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Son absence au conseil d'entreprise, ses propos sur les vrais Deleziens avant, voilà, ce sont des choses qui ne mettent que de l'huile sur le feu, sur des plans qui sont excessivement difficiles. Alors sont-ils nécessaires ou pas? Bon, je n'ai pas le fond du dossier, mais déjà en termes de communication, il y a vraiment de grandes erreurs de sa part. Ouais, et on a appris en plus dans la suite de la semaine qu'il y avait eu des courriers un petit peu malencontreux avec des numéros qui n'étaient pas tout à fait les bons. Tout à fait. Il y a un problème de communication dans le chef de la direction de Deleuze. Problème de communication, et c'est d'autant plus dommage quand justement le dialogue social doit s'enclencher. Là, clairement, c'est la politique de la chaise vide, et on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un patron qui vient d'annoncer des mauvaises nouvelles n'est pas là pour essayer de renouer un petit peu le dialogue social. J'ai peut-être une question à nos invités. Une absence d'un tel patron après une telle décision, c'est une erreur ou bien c'est pour vous quelque chose de volontaire? Mais pour moi, ça dénote clairement qu'on n'est plus dans un patron qui essaye de construire un projet avec ses travailleurs. Avant, Deleuze avait un patronariat de commerce, quelqu'un qui développait une chaîne, qui voulait être présent sur l'ensemble du territoire, qui se positionnait clairement sur un segment de marché, etc. Maintenant, on est passé vraiment vers un patronat d'actionnaires, et où la seule chose qui compte, c'est de la rentabilité pour les actionnaires. Et s'il faut fermer quelques magasins qui sont moins rentables, eh bien tant mieux. Et ça, je trouve ça un peu regrettable par rapport à avant, quelqu'un qui avait plus un projet commercial qui donc se travaillait avec les travailleurs, parce qu'il savait très bien que pour avoir des bons magasins, eh bien, il faut avoir des bons vendeurs sur le terrain. Et c'est Didier Knops tout seul qui est en cause, ou c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça, parce que quand on voit les derniers patrons se sont succédés les uns après les autres, et ça fait quelques années que ça chipote. Et dans la grande distribution en général, il y a 4 commissions paritaires, et on le voit, il y a vraiment toute une tendance à essayer de pouvoir passer dans les autres commissions paritaires pour pouvoir faire descendre les conditions de travail à la baisse. Et là, c'est aux politiques, à un moment, de faire comme dans les pays voisins, peut-être par exemple 2 commissions paritaires, une pour les grandes entreprises, une pour les petits indépendants qui doivent avoir des conditions plus favorables. À régler les problèmes de salaire et de barème. Vous êtes d'accord avec ça, Alain de Stex? Oui, plus ou moins. Donc, ça, c'est un oui qui vous presque dire non. C'est-à-dire qu'il y a le fond, donc il y a le problème qui est posé de la compétitivité de l'entreprise Deleuze, qui est un problème qui est posé pour l'ensemble des secteurs de l'économie. Et donc là, c'est un problème de fond dont on pourrait débattre, mais je suis d'accord que sur la forme, la communication est désastreuse. Et ça, c'est même vraiment étonnant pour un groupe aussi connu. Donc il y a eu il y a eu au moins 3 erreurs de communication graves. Pour moi, c'est incompréhensible à ce niveau pour une entreprise de cette réputation. Philippe Carlo. Oui, avec cette image tout à fait surprenante du patron Deleuze à qui on pose une question relativement banale et qui reste le bec dans l'eau pendant de longues secondes. Coincé. Et finit par se tourner vers son attaché de presse alors que... Enfin, évidemment, il était, de couper la caméra, il était tenu à une communication extrêmement formatée puisqu'il y avait le problème du cours de l'action en bourse et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est une société cotée en bourse. Mais il y avait quand même moyen de se préparer un petit peu mieux. Donc mal préparé, mal briefé. Manifestement. Ou alors, il a un problème de gestion du stress, mais pour un grand patron d'une entreprise de cette envergure, c'est inquiétant aussi. Alors, ce qui m'a un peu choqué dans ce dossier, outre évidemment la décision en elle-même, c'est qu'on dit clairement que les travailleurs de Deleuze sont trop payés ou coûtent trop cher à l'employeur par rapport aux entreprises concurrentes. Alors quand on connaît un petit peu le secteur de la grande distribution et qu'on sait ce que gagne un caissier ou une caissière chez Deleuze, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est les gens de Deleuze, les employés de Deleuze qui sont trop payés ou ceux de la concurrence qui ne le sont pas assez? Mais non, mais là, vous savez bien, la réponse, la nôtre en tout cas au MR est toujours la même. Évidemment, les travailleurs ne gagnent pas assez en termes de salaire poche, et donc il faudrait toujours essayer que le travailleur puisse gagner davantage, bien entendu. Le problème, c'est le coût salarial pour l'entreprise, puisque si un travailleur gagne 100 €, ça coûte plus de 250 € à l'employeur. Et c'est là où, effectivement, il est possible que le groupe Deleuze ait
un problème. La grande distribution est un secteur très concurrentiel, avec des marges bénéficiaires qui sont assez faibles par rapport à d'autres secteurs, l'informatique, etc., et où finalement les chiffres d'affaires sont énormes, mais les marges bénéficiaires ne sont pas si importantes que ça. Et donc c'est le problème de la compétitivité, et du coût salarial en Belgique qui ne va pas assez dans la poche du travailleur, mais qui coûte très cher à l'entreprise. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une forme de dumping, où on a vu les hard discounters arriver, on voit maintenant la firme Albert Heijn s'installer, et on voit aussi le transfert d'un certain nombre de magasins vers des franchisés, avec à chaque fois des salaires de plus en plus bas dans un secteur où il y a quand même beaucoup de temps partiel et beaucoup de femmes qui travaillent. Non mais absolument. D'ailleurs, il y a eu plusieurs reportages cette semaine montrant que les travailleurs de la chaîne Delhaize et ceux des proxys Delhaize ou d'autres marques n'avaient pas du tout les mêmes conditions de travail. Évidemment, l'objectif, c'est d'essayer que les travailleurs gagnent le plus possible et continuent à pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat. Le problème, c'est qu'on est aussi dans un secteur où il y a des risques d'automatisation. Il est possible que la fonction de caissier ou de caissière vienne à être modifiée dans les prochaines années. Donc on ne peut pas, parce que Delhaize gagne encore de l'argent aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur le problème de la compétitivité et de la modernisation du secteur qui est inéluctable. Guy Bernard. On a l'impression d'être dans un schéma du reste déjà vécu où les travailleurs sont dans une impuissance, enfin c'est une impuissance considérable. Quel est votre avis sur le rôle que pourraient dans ce schéma-là encore jouer et les syndicats et les politiques pour contrer ce sentiment d'impuissance ? Mais ici, on est souvent dans un discours, je dirais, préformaté. C'est parce que le travail coûte trop cher, etc. Par rapport à la Chine. Soyons clairs, personne ne va aller faire ses courses en Chine. Donc ici, il s'agit d'entreprises qui sont toutes traitées de la même manière, puisqu'on n'a pas le choix de où on va faire ses courses au supermarché. Et donc, il est important qu'elles soient vraiment toutes traitées de la même manière. Et la différence avec Delhaize, c'est qu'ils ont peut-être justement été relativement sociaux. Ils ont gardé des travailleuses plus âgées, et donc leur courbe d'âge, ils ont plus de travailleuses au-dessus de 50 ans. Il faudrait un moment que le politique sache ce qu'il veut. Si on dit il faut que les gens travaillent plus longtemps, on ne peut pas en même temps dire mais quand les gens sont plus âgés et qui coûtent un petit peu plus cher, on les met tous dehors. Et en même temps, c'est aussi Delhaize qui quand il a négocié des courbes de salaire très bas au départ, mais qui montent progressivement. Et puis ensuite, quand les gens sont peu à peu montés péniblement, on leur dit ça ne va pas, ça vous coûter trop cher. Donc je pense que c'est important qu'il y ait vraiment une commission paritaire unique pour tous les grands magasins qui fait que tout le monde, travaille avec les mêmes armes. L'autre aspect, c'est quel outil a le politique. Et là, le politique a l'outil de la régulation, de savoir est-ce qu'on laisse s'installer encore plus de grandes surfaces. Par exemple, est-ce qu'on laisse des nouveaux centres commerciaux s'installer alors qu'on sait que ça risque de tuer les centres commerciaux. Et là, le politique a des outils et le politique peut les employer. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Néo est une erreur, Genot ? Je ne dis pas que Néo est une erreur, mais je dis qu'il faut vraiment être attentif. L'Union des classes moyennes, par exemple, tire la sonnette d'alarme et dit est-ce qu'on doit multiplier les centres commerciaux ? Moi, je n'en suis pas persuadée. Alors, on va continuer notre fil de l'actualité de la semaine. 2 installations de Parlement, celui du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était mardi cette semaine, et jeudi, la Chambre. C'est à la Chambre que nous allons nous rendre avec Stéphanie Trieste et Yannick Van Gansbeek. Il y a les anciens et les nouveaux, beaucoup de nouveaux députés pour cette rentrée à la Chambre. Du doyen Francis Delperret aux 2 plus jeunes députés, PS-NVA, ensemble pour la photo. Nawal Benamou, la plus jeune élue francophone, une des surprises du scrutin. Très impressionnant, je suis assez émue, donc j'ai dû assister le président aujourd'hui en commission, donc oui effectivement je suis très émue et ce fut très impressionnant. Beaucoup de nouvelles têtes au PS, comme Émir Kir, passé du Parlement bruxellois au fédéral, même chemin pour Philippe Pivin, visiblement un peu dérouté. C'est extrêmement émouvant pour moi, d'abord parce qu'il y a un décorum très particulier, ensuite parce que mon père a siégé ici il y a un certain nombre d'années et que pour moi c'est très particulier de prendre un petit peu le relais et de devenir parlementaire fédéral. Premier devoir des députés, valider les élections. À la Chambre, plusieurs recours en annulation ont été déposés. Sans aller aussi loin, Écolo demande de faire la lumière sur le bug informatique. Nous avons posé toutes les questions, nous allons encore en poser. On demande d'approfondir encore cette réflexion et peut-être de changer de système parce que, après tout, ça n'a pas fonctionné. Mais il ne faut pas non plus bloquer la démocratie. Une demande et recours examinés sans fracas au fédéral. Benoît Alling, Zakia Katabi, Francis Delperret, des Bruxellois passés du Sénat à la Chambre où la législature s'annonce intense. Nous avons mis en place la 6e réforme de l'État dans les textes. Maintenant, il faut l'implémenter, comme on dit, il faut la concrétiser.
Il faut organiser les administrations, les budgets, les services. Il y a du travail. Depuis la majorité ou l'opposition, c'est la question. Avant la séance, ténors libéraux et centristes se montrent ouverts à la discussion. L'heure ou réalité mystère. Si au gouvernement rien n'est fait, les députés, eux, sont prêts. Donc voilà, ce qui s'était passé à la Chambre jeudi, un constat, ça s'est passé relativement facilement et calmement à la Chambre. Il y a moins eu de contestation qu'ailleurs. Ça s'est passé beaucoup plus difficilement en Wallonie, on en parlait la semaine dernière. Un petit peu plus difficilement au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alain de Stex. Il y a eu aussi des réclamations au Parlement bruxellois. Comment ça se fait qu'on a eu autant de perturbations? Et est-ce que ces perturbations étaient vraiment des questions de fond sur la validité de l'élection? Ou est-ce qu'il y a eu un petit peu de tirage de maillot politique? Non, ce sont des questions de fond. Valider une élection, que ce soit à Bruxelles, avec les problèmes qu'on a connus pour le vote électronique, ou à Bruxelles, à Charleroi, quelqu'un qui n'est pas élu, je crois, à 14 voix, ce sont des problèmes de fond en démocratie. Et pour ne pas être trop long, moi, la conclusion que j'en retiens, c'est qu'il faut que l'instance de validation soit extérieure aux élus. Forcément, on voit mal les élus commencer par prendre comme première décision le fait de dire « bah non, je ne suis pas élu » et c'est éventuellement un autre qui va l'être. Donc je pense qu'il faut trouver, il y a plusieurs formules possibles, mais une instance extérieure pour la vérification des opérations électorales, que ce soit pour le vote électronique à Bruxelles ou pour le vote papier à Wallonie. Mais quand on voit, c'est pas seulement au moment du Parlement que ça s'est mal passé. Quand on voit qu'on a dû attendre plus de 48 heures pour savoir qui était élu ou qui n'était pas élu, on a connu un vrai problème. Et moi, j'avais interrogé Madame Milquet avant les élections sur la préparation du vote électronique. On m'avait dit, mais voilà, le PricewaterhouseCoopers a tout vérifié dans le logiciel, il fonctionne au dernier carat. Et puis maintenant, on nous dit, ah oui, il manquait quelques lignes dans le logiciel qui fait que quand quelqu'un corrigeait son vote, on ne pouvait pas retenir ses votes préférences en deuxième choix. Écoutez, ça pose vraiment question pour des choses quand même aussi essentielles que celle-ci en démocratie. Le vote, il y a le problème du contrôle citoyen et ensuite il y a le problème du contrôle des experts. Et les experts avaient remis toute une série de recommandations. On ne peut pas dire qu'elles ont été toutes suivies avec beaucoup d'effets. Les corrections, enfin en tout cas les contestations qui ont le plus occupé les parlementaires, notamment en Wallonie, c'était quand même du vote papier. Tout à fait. Mais là, mais il y avait la possibilité justement de faire un recomptage. Nous, on n'a même pas cette possibilité. Nous, on doit se dire, il y a 2000 votes qui ont disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura jamais. Est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs en plus de ces 2000-là, personne ne peut certifier qu'elles n'ont pas eu lieu. C'est vraiment problématique. Oui, on l'a vu hier, le Parlement flamand a procédé à un recomptage pour le canton de Rode-Saint-Genèse. Ça a été fait pour le vote papier, mais aussi pour le vote électronique. D'où ma question, est-ce qu'il faut revenir au vote papier en région bruxelloise, monsieur de Stex? Non, moi je ne crois pas, parce que, écoutez, franchement, ce serait relativement ingérable. Donc imaginez le bulletin pour une liste, on aurait un bulletin comme ça, on aurait une vingtaine de listes, donc ça ferait un gigantesque livre. Moi je suis pour le vote électronique à Bruxelles, mais avec des contrôles bien davantage. Donc il faut un système d'observation par les partis, au moins au niveau des cantons lorsque les disquettes arrivent, et on ne doit plus pouvoir assister, comme on l'a vu cette fois-ci, où les disquettes partent des cantons, vont au ministère de l'Intérieur. Là je suis d'accord avec vous, les disquettes reviennent, il n'y a que des techniciens qui les ont vus. Enfin, écoutez, si des pays africains ou d'Europe de l'Est ou d'Asie, où on envoie parfois des Européens faire des observations électorales, faisaient ça, on crierait au déni de démocratie. Donc ce qui s'est passé est absolument scandaleux. Je pense que la ministre de l'Intérieur a tout fait pour ne pas d'ailleurs assumer sa responsabilité. Je trouve qu'on est passé un peu vite. C'est quand même elle qui a validé les résultats des élections à Bruxelles alors? Mais parce que je vous l'ai dit, parce que je pense que les parlementaires n'étaient pas prêts à détruire leur propre validation d'élection. Donc il faut un système de contrôle, un double système de contrôle, d'abord par les partis politiques et les mandataires publics, et un autre par une instance. Vous avez voté quoi lorsqu'il a fallu valider? On s'est abstenu, si je me souviens bien. Guy Bernard. Est-ce qu'à un moment donné, l'un ou l'autre des exécutifs en place envisagerait ou envisagera de se retourner contre les responsables, la société qui a j'ai dirigé avec de gros guillemets le logiciel, ou bien est-ce que ça va passer au bleu comme ça? En tout cas, la fois passée, c'est ce qui s'est passé, parce que la fois passée, on avait déjà eu un autre problème qui était le double clic. Vous cliquez sur la liste et vous cliquez automatiquement sur la personne qui est en dessous. On avait même vu des néerlandophones s'élever contre ça. Monsieur Bogart, responsable de la simplification administrative, qui avait dit vraiment il faut arrêter ce vote électronique. Il y a aussi toute la question du prix de tous ces systèmes. Ces systèmes, à chaque fois, on essaye de compenser leurs faiblesses en disant on va mettre une petite imprimante, on va faire un petit ticket, etc. Mais chaque fois, le coût augmente.
Moi, je pense qu'à un moment, ça vaut vraiment la peine de faire un bilan et de dire, oui, ces grands bulletins papier, c'est pas génial, mais est-ce que cet ordinateur et des gens qui m'ont dit, j'ai voulu cliquer pour certains, j'ai cliqué 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça marchait pas, j'ai dû cliquer pour d'autres. Est-ce que c'est vraiment normal ? Benoît Toussaint. J'aimerais aussi revenir sur cette question du tirage au sort des membres de la commission des vérifications du pouvoir, qui est quelque chose d'absolument surréaliste en réalité. En Wallonie, finalement, ça a donné avantage au MR. On a vu, ça a pris plusieurs jours pour arriver à valider les pouvoirs. À Bruxelles, ça a donné avantage aux partis qui négocient la future majorité. Donc finalement, est-ce que ce qu'on a vécu en Wallonie, on n'aurait pas pu aussi le vivre à Bruxelles si le tirage au sort avait été différent ? C'est possible. Moi, je pense qu'on doit essayer de dépolitiser cette affaire-là. Ici, en l'occurrence, il se trouve qu'il fallait soit recompter, soit vérifier. Le fait que ce soit le MR qui l'ait demandé, je pense que ça nous honore. Maintenant, vous pouvez toujours penser qu'il y avait un jeu politicien derrière, c'est votre rôle d'observateur. Mais sur le fond, il fallait contrôler et recompter à Charleroi. Donc la position du MR était, à mon avis, la bonne ici, en l'occurrence. Une dernière question sur ce chapitre-là, Philippe Carlo. Donc vous êtes partisan, monsieur de Stex, d'une instance extérieure pour valider les élections. Mais alors comment concilier cette instance extérieure avec le principe de séparation des pouvoirs ? Et comment s'assurer de l'indépendance des membres de cette commission dans un pays où, vous l'avez d'ailleurs vous-même dénoncé de plusieurs reprises, tout est politisé à l'extrême et à l'excès ? Non, mais, donc, ici, personne n'est indépendant. Tout le monde a une étiquette ou à peu près, même le balayeur communal... Effectivement. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre maintenant comme ça à chaud. Je crois qu'il faut que le Parlement réfléchisse à ces questions et essaie de trouver la meilleure ou la moins mauvaise formule. Il en va de même d'ailleurs pour la commission de vérification des dépenses électorales. Dans d'autres pays, en France, c'est une commission administrative qui contrôle les comptes. Et vous voyez, de temps en temps, voilà, ça a des conséquences, on invalide des comptes. Oui. Chez nous aussi, c'est une commission politique. Pour savoir qu'une commission administrative, chaque parti va se battre pour mettre ses créatures dans la commission. Oui, tout à fait. J'ai vécu ça moi-même d'ailleurs avec les jurys. J'étais un grand partisan des jurys pour la nomination de fonctionnaires. Et effectivement, le débat est reporté, comme vous le dites, à la politisation des membres du jury. Très rapidement. C'est sans fin. Mais je suis un peu étonnée de vous entendre parce que moi, j'étais dans la commission qui discutait donc justement de la réforme du système des contrôles des dépenses électorales. On a proposé que ce soit une instance indépendante et le MR ne nous a pas du tout soutenu. Au contraire, malheureusement. Il va évoluer. Il va évoluer. Eh bien, j'espère qu'il va aussi évoluer aux endroits où on décide. Alors, on a vu la séance de la Chambre. Celui qui présidait cette séance, c'était André Flau. André Flau qui, lundi, a fait une petite incursion dans le domaine des négociateurs fédéraux. Vous avez peut-être entendu parler d'Elio Di Rupo qui, jeudi soir, à l'RTBF, plaidait pour qu'on n'oublie pas le Parti socialiste dans ces négociations. André Flau le faisait aussi. C'était lundi sur Télé Bruxelles. La famille socialiste continue à représenter la plus importante force au sein de la Chambre des représentants. Et on ne peut pas oublier non plus que les familles qui supportaient l'actuel gouvernement sont sorties renforcées. Et donc, une association de ces familles au niveau fédéral aurait aussi la majorité dans les 2 communautés linguistiques de notre pays, ce qui est un élément important. En politique, c'est comme en football. Et c'est d'actualité aussi longtemps que le coup de sifflet final n'est pas donné, la partie n'est pas terminée, et on ne peut pas ignorer le fait que je vous ai dit avec les partis qui soutenaient l'actuelle majorité, ni non plus comme ça balayer d'un revers de la main le Parti socialiste, considérant quelquefois comme un élément de confort ou que nous aimerions être dans l'opposition. Le Parti socialiste est un parti qui a toujours pris ses responsabilités à toutes les époques difficiles du pays et encore ces dernières années, et nous continuons à dire que nous sommes capables de prendre nos responsabilités aussi, surtout dans les moments difficiles, parce que nous approcherons certains moments très difficiles. Marc de Bonne. Voilà, on le sent bien, c'est un ballon d'essai, c'est une façon aussi de remettre la pression sur le CDH alors que celui-ci doit enfin donner sa décision à Bardo-Wever. Monsieur de Stex, vous prenez comment au MR cette offre de service, ce rappel d'offre de service du Parti socialiste? Je pense que le Parti socialiste est mal à l'aise de ce qu'il a fait, c'est-à-dire de violer sa propre parole, de manger sa propre parole. On a passé plusieurs fois l'interview de M. Magnette qui disait qu'il fallait être prudent dans la constitution des gouvernements régionaux. Voilà, donc ici, le Parti socialiste a voulu sauver son pouvoir dans les régions
au détriment de l'unité du pays. Et donc maintenant, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de masquer ça. Vous y croyez encore à une majorité au fédéral sans le Parti socialiste ? Écoutez, je n'en sais rien. C'est Charles Michel, le président du MR, qui négocie pour nous. Mais je crois que le Parti socialiste n'a pas rendu service à l'unité de la Belgique qu'il affirme par ailleurs. Donc c'est une espèce de blanc-seing aux Flamands et à Bart de Wever, qui a été pendant toute la campagne présenté comme le repoussoir. Et je crois qu'Elio Di Rupo, qui essayait d'acquérir une stature nationale et internationale en se montrant un peu au-dessus de la mêlée, en parlant sans arrêt de la stabilité du pays pendant la campagne, finalement il a été le premier à s'empresser à faire cet accord dans les régions. Donc là il a montré ses limites d'homme d'État. Qui est Carlo ? Zoé Genot Écolo est condamné à rester au balcon dans cette pièce, ou alors vous envisagez éventuellement de faire la pointe si une configuration politique se dégageait où vous pourriez être utile? Mais donc, nous sommes 6 sur 175. Les Groen ont fait un beau score et donc sont eux aussi maintenant 6 au Parlement, mais n'empêche, ça continue à ne faire que 12 sur 150 députés, donc ça reste très insuffisant. C'est clair que si à un moment d'autres scénarios se dégageaient, on pourrait éventuellement être disponible si d'autres partis trouvaient intéressant. Mais c'est vrai que pour moi, quand je vois tout ce qui se passe à l'heure actuelle au fédéral, j'ai du mal à imaginer un gouvernement sans Parti socialiste. Ça fait peut-être parce que ça fait 20 ans que je suis la politique belge et qu'ils ont toujours été au pouvoir depuis 20 ans. C'est aussi, je pense, parce que quand on a vu M. Renders patauger dans l'orange bleu, puis M. De Wever patauger dans les négociations suivantes, on se dit, est-ce que ces personnes sont capables de mener à bien et de créer une entente? Est-ce qu'ils sont capables de faire des accords? Est-ce que vous êtes capable de faire des accords? Et avec la NVA de Stex. Écoutez, ce n'est pas à l'ordre du jour pour... Il y a un informateur NVA. Il y a un informateur NVA, mais à ma connaissance, il n'y a pas de négociation réellement en cours. Donc, est-ce qu'il pourrait y en avoir? Est-ce que cette coalition de centre-droit dont on a beaucoup parlé vous fait fantasmer ou pas du tout? Je ne sais pas. Je constate simplement qu'au niveau, en tout cas, démographique, il y a plutôt une majorité de centre-droit dans ce pays. Les Flamands sont 60%, les francophones 40%, la Flandre est très nettement à droite, la Wallonie est toujours à gauche ou au centre très, très à gauche. Voilà. Maintenant, c'est de la pure spéculation. Je le répète, le Parti socialiste n'aurait pas dû se précipiter pour faire les négociations dans les régions. Il aurait dû attendre et essayer de trouver la meilleure formule pour la stabilité du pays. Zoé Genot, Écolo est aussi de cet avis-là, que le PS est allé trop vite en région, et singulièrement en région bruxelloise. Mais ils ont été vite, mais quand on voit comment s'est constitué le précédent gouvernement fédéral, heureusement que les régions, elles, ont continué à tourner et à assurer une stabilité. On n'en est pas encore à 541 jours sans gouvernement. Ils avaient dit qu'ils attendraient jusqu'au 21 avant de bouger. Voilà, mais moi je ne vois pas vraiment... Je pense qu'on est passé dans autre chose. On ne peut plus dire maintenant et jouer à des petits jeux de gamins. Ah, si je ne suis pas la région, alors je n'irai pas au fédéral, etc. Non, je pense que maintenant... On a quand même l'impression par moment qu'aujourd'hui la région bruxelloise, entre guillemets, attend de savoir ce qui va peut-être se passer au fédéral. Enfin, on pense à l'implication éventuelle de Laurette Onkelings à la ministre. Moi, ce que j'entends, c'est quand même qu'on risque d'avoir un gouvernement bruxellois pour le début du mois de juillet, qu'on pourrait déjà connaître les projets de ce gouvernement pour Bruxelles après, qu'on va pouvoir lancer le débat, qu'on va pouvoir commencer à travailler. J'avoue que comme nouvel élu, c'est ça que j'attends, c'est de pouvoir commencer à voter. Dernière question sur les négociations, Philippe Carlo. Oui, M. De Stex, Armand De Decker a déclaré sur cette antenne que finalement les programmes socio-économiques du MR et de la NVA étaient tout à fait compatibles. Alors est-ce que c'est déjà une espèce de courbe rentrante? On a passé toute la campagne à expliquer que justement, on ne pouvait pas décortiquer le programme de la NVA, prendre certains aspects. On peut faire ça avec tous les partis, vous savez. Donc voilà, il y avait une volonté, en tout cas, de ne pas s'associer à la NVA pour les négociations. Donc les déclarations de la dernière semaine de campagne de Charles Michel, d'Ier Renders, disant nous n'irons pas avec la NVA, elles sont toujours d'actualité. Mais ça, écoutez, non, je n'en sais rien. De poser leur la question directement. Moi, je ne suis pas le président du parti, mais il y a une nouvelle donne. Cette nouvelle donne, elle a été faite par le fait que le Parti socialiste a décidé de précipiter les choses. Et Madame Genot, je vous rappelle quand même que ce qui est le plus important, c'est que en Wallonie et en communauté française, en tout cas, c'est très clairement une coalition
de perdants, puisque le CDH et le PS ont régressé, et le MR a fortement progressé. Donc c'était pas non plus... Alors on peut dire, oui, ils ont une majorité, et on peut, comme cet article absolument scandaleux de M. Heutendal, on ne sait pas, dans la Libre, on ne sait pas quelle casquette il avait pris ce jour-là, puisqu'il en a au moins une dizaine, qui expliquait que le résultat des élections n'avait aucune importance, que ce qui constituait important, c'était de faire une majorité. Donc je ne sais pas quelle casquette il avait ce jour-là, mais j'espère que pour les électeurs, le résultat des élections, ça compte encore un peu, parce que si on veut que les gens perdent toute confiance dans le système démocratique, c'est ce qu'il faut. Ce n'est qu'un chiffre mathématique. Après, il y a les compatibilités, les problèmes de personnes. En général, en Belgique, on essaye de tenir compte du résultat des élections. Même si le MR a la plus jolie progression, on le disait la semaine passée sur cette antenne, ça c'est indubitable, il reste numéro 2. Du reste, la notion de défaite a quand même été évoquée, puisque le MR, comme le PS, du reste rêvait d'être numéro 1. Et donc être numéro 2, c'est quand même perdre, même si on gagne quelque part. Être numéro 1 en Wallonie, c'était difficile, il faut bien... Je parle de la région bruxelloise. Il faut bien l'avouer. Voilà, je pense qu'il y avait quand même, chez beaucoup de Bruxellois et de Wallons, une attente de changement et de réforme qui est maintenant hypothéquée, en tout cas. Alors on va jeter un œil sur les négociations de cette semaine en région bruxelloise. On y a notamment parlé budget. Thierry Duboquet, Marc Debonne, c'était mercredi. Esquisser un cadre budgétaire pour les 5 années à venir avant d'entamer les négociations politiques. De mémoire de négociateurs bruxellois, c'est une première, dictée par l'Europe et l'interdiction des déficits publics. C'est un cadre budgétaire pluriannuel qui nous permettra de faire le choix des grandes actions et des grandes ambitions pour la législature. Après ce premier tour de table, le dossier budgétaire sera examiné jusqu'à lundi par les experts qui devront examiner les premières pistes d'économie structurelle bruxelloise. On savait déjà qu'on avait 180 millions à épargner, donc on doit trouver cet argent et c'est vrai que la première année ce n'est que 90 millions, mais la seconde année ce sera 180 et cet argent-là il faut le trouver. Ça veut dire que si on veut faire de nouvelles politiques, il faudra en supprimer des existantes. Je pense qu'on peut beaucoup optimaliser en gouvernance, en restructurant, en fédérant, en ayant une sorte d'amaigrissement parfois d'une inflation publique qui n'est pas toujours nécessaire. Développer des nouvelles politiques en n'ayant pas de moyens, ça c'est de la littérature pour jeunes filles de pensionnats. Le dossier budgétaire a été renvoyé vers les techniciens, à eux de trouver les premières pistes pour, selon certaines notes, économiser 300 millions d'euros en 2015 à Bruxelles. Marc Debonne, vous êtes un coquin, vous filmez les notes des ministres. Quand on fait une imprudence, il vaut mieux ne pas être flashé. Là, c'était. Voilà. Donc c'est 180 ou c'est 300 millions? Expliquez-moi. Il y a une note en tout cas qui exprime clairement la volonté de faire des économies structurelles de 300 millions dès 2015. D'où cette question. 300 millions d'économies structurelles, est-ce que c'est jouable dans un budget régional? On rappelle que le budget régional il est aux alentours de 3 milliards. Mais c'est surtout un peu difficile en période de boom démographique, parce que qui dit boom démographique dit il faut s'occuper de plus d'enfants dans les crèches, il faut construire plus de logements publics, il faut avoir plus de bus qui circulent, il faut répondre à plus de besoins. Donc pour moi en tout cas, la balise essentielle, c'est celle-là. C'est faire attention, voir s'il y a des endroits où il y a moyen de faire des économies, ok, mais ne pas hypothéquer les besoins des Bruxellois, parce que là, on ne va pas s'en sortir. On peut pas, j'entends bien qu'il y a moyen de faire des rationalisations, mais quand vous avez un bus de 180 places, vous ne pouvez pas mettre 230 personnes dedans, ça ne va pas aller. Mais l'idée de réduction et a fortiori d'un chiffre tel que les 300 millions, ça vous choque? Écoutez, on a aussi au niveau du bureau du parti essayé de voir pour chaque entité ce qu'elle allait devoir être fait. Et c'est clair que le fait que l'Europe ait dit les budgets empruntés par les sociétés de logements sociaux pour construire des logements publics doivent maintenant être pris en compte, eh bien ça met une pression supplémentaire sur chacune des entités. Mais ce n'est pas de l'argent qui a été dilapidé par les fenêtres, c'est de l'argent qui a été utilisé pour construire des bons logements sociaux qui vont nous servir maintenant pendant 50 ans. Je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser l'argent public. Ce n'est pas en le jetant et qu'il ne reste rien, mais c'est justement en investissant pour pouvoir avoir des avantages à long terme. Alain de Sex, le maire, était dans l'opposition pendant la législature précédente à Bruxelles, sera probablement dans l'opposition cette législature-ci. Bien géré ou pas bien géré la région bruxelloise financièrement? Non, très, très mal géré. Même si c'est un libéral, Guy Van Engel, qui tient les cordons du budget.
Oui, enfin, vous me permettrez de dire que c'est un libéral. Oui, il paraît qu'il a l'étiquette libérale, effectivement. Il l'est pas. Bon, vous me permettrez d'en douter parfois de son comportement passé, de faire une liste commune avec Rudy Vervoort à Evert, etc. Me laisse un peu sceptique à titre personnel sur son qualificatif de libéral et surtout sur la façon de gérer le budget de la région. Mais bon, voilà, c'est un point de vue strictement personnel. La région peut être évidemment beaucoup mieux gérée, mais vous me permettrez de ne pas faire de commentaires, Monsieur Devon, sur l'élaboration du budget, puisqu'ils ont voulu nous écarter. On va voir avec quoi ils viennent et on se permettra à ce moment-là où peut-on se serrer la ceinture à Bruxelles? C'est à la coalition actuelle de faire des propositions et à nous de les apprécier une fois qu'elles seront sur la table. À leur place, vous serreriez aussi mais justement, je ne suis pas à leur place. Non, j'entends bien. Il y avait un si au début de ma phrase. Le problème. Allez, je vous propose de nous intéresser à ce qui a fait quand même un gros débat, y compris dans les journaux cette semaine. C'était mercredi à Saint-Josse, au lycée Guy Cudel. On présentait un nouveau règlement qui prévoit non pas un uniforme, mais un code vestimentaire. Ça n'est pas bien passé, c'est moins qu'on puisse dire, ni auprès des élèves, ni auprès des syndicats d'enseignants. Reportage de Stéphanie Trieste et Frédéric Dehaenau. Devant le lycée Guy Cudel ce matin, des élèves qui sortent de leur examen. Pas d'uniforme pour le moment à l'ordre du jour, mais à la rentrée, le pouvoir organisateur veut imposer un code vestimentaire. Des vêtements bleus et blancs, une jupe ou un pantalon, exit, casquette et jogging. On a le droit d'exprimer ce qu'on veut et mettre l'uniforme, c'est nous renfermer en soi-même, je trouve. Franchement, toute la communauté, tout le monde s'est mobilisé pour ça. Ils ont atteint presque un grand nombre de voix contre ce vote-là qu'ils ont fait en fait. Il y a une pétition? Ouais, une pétition qui a été signée par un grand nombre de gens. Donc on devait arriver à 2000 personnes. Donc c'est vraiment arrivé à un bon petit 5000, 6000 et c'est encore en train d'augmenter. La question du voile surtout inquiète les élèves rencontrés. Il sera autorisé s'ils respectent le code. Exit par contre les voiles de la tête aux pieds. C'est un gros problème parce qu'il est hors de question que moi je vienne à l'école sans mon voile. Donc même s'il faut le changer, si je suis du moment que ça soit des vêtements amples avec un voile, il n'y a pas de souci. Mais si maintenant on me dit de venir sans mon voile, alors je ne viendrai pas à l'école. Moi je pense qu'il y a des choses plus importantes à régler dans cette école, comme la présence des profs. Pour vous dire, on est resté de janvier jusqu'à maintenant sans prof. Donc on est en manque d'heures, en manque de points et je pense qu'il y a plus de choses à régler dans cette école que de penser à l'uniforme. Le projet passe hier devant le conseil de participation regroupant profs et parents. Il doit être adopté au conseil communal le 23 juin. Donc notre objectif, c'est à travers ce code vestimentaire, c'est de rétablir une certaine égalité et d'éviter que des élèves se sentent mis sur le côté. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est envoyer un signal aux parents. Ce signal a déjà été envoyé cette année-ci avec toute une série de changements au niveau de l'équipe de direction ou au niveau de la discipline. Mais selon la CGSP, de nombreux enseignants s'opposent à ce projet. Il pourrait être modifié à l'issue d'une réunion avec les Chevins cet après-midi. Voilà, et la réunion en question, Guillaume, elle a été particulièrement longue. Elle a duré plus de 8 heures. Oui. Mais je voulais une petite question directement à Zoé Genou, qui est dans l'opposition à Saint-Josse, savoir ce qu'elle pense de ce type de projet, en dehors effectivement des remous que ça a déjà suscité. Mais j'ai justement ici le code vestimentaire qui est proposé au vote du conseil communal lundi. Et je dois avouer que quand on lit, on tombe un peu de sa chaise. La jupe doit être sous les genoux. Les vêtements doivent être ajustés. Le vernis à ongles discret sera toléré à partir de la 3e secondaire. Les tatouages sont interdits. Les vêtements amples, bonnets et gants sont interdits. Les coiffures classiques, sobres et de bon goût. La barbe doit être courte et bien entretenue. Pas de coiffure de footballeur. Alors. Exactement. Quand je vois Marwan Fellaini, il n'a pas une coiffure. Est-ce qu'il a vraiment une coiffure classique? Est-ce que Monsieur Axel Witsel, avec ses tatouages, ne seront pas interdits? Est-ce que Monsieur Anthony Van Den Boer n'a pas une barbe un peu trop longue? En fait, il n'y a que Kevin De Bruyne qui a le droit d'aller à l'école. Mais non, mais franchement, ici on a un lycée qui a eu vraiment des graves problèmes, quoi. On avait des fausses listes de présence des professeurs, des fausses listes de présence des élèves, etc.
On a maintenant eu une nouvelle direction qui est en train de remettre de l'ordre. Et moi, je constate vraiment qu'il y a des progrès, qu'il y a de nombreux projets qui ont été lancés. Mais on l'entend dans le reportage, et j'ai entendu d'autres témoignages d'élèves, on a encore des difficultés. Par exemple, quand certains cours ne sont pas assurés de manière longue, ça c'est un vrai problème, etc. Et c'est là-dessus qu'on veut voir l'équipe éducative mobilisée. On n'a pas envie que l'équipe éducative passe son temps à mesurer les jupes pour voir si elles sont en dessous ou au-dessus du genou, que le bleu marine soit obligatoire. Rappelons qu'on parle d'une école publique. C'est la seule école secondaire publique de Saint-Josse. Ça veut dire que si un parent fait le choix de laisser son enfant s'habiller, je dirais normalement, eh bien il va devoir payer un abonnement à cet enfant. On est dans une commune très populaire où les gens n'ont pas des grands budgets. Alors j'entends bien les chefins dire on donnera de l'argent aux gens quand ici ne savent pas se payer l'uniforme, etc. Mais vous m'excuserez, il faut se rendre compte que dans cette école, il y a des enfants qui n'ont pas de repas à midi. Je pense que c'est plus important de répondre aux besoins fondamentaux. Des moyens pour eh bien, je préférerais qu'ils dégagent des budgets pour que les enfants mangent tous les midis. Alors, ça me paraît nettement plus me dit qu'Alain essentiel. Dostex ne va pas partager la même opinion. Non, d'abord, il ne faut pas tout confondre et tout mélanger. Hein, le problème pédagogique, les congés, l'absence des professeurs, le voile, le port de signes religieux. Donc moi, je m'en tiens ici strictement à l'uniforme et sans tout mélanger. Donc, d'abord, premier élément, la règle dans la plupart des pays du monde, c'est le port de l'uniforme, y compris dans le secondaire. Donc l'Europe, de ce point de vue, est un peu une exception. Si vous voyagez en Asie, en Amérique latine, en Afrique, même parfois aux États-Unis, la règle générale, c'est à l'école, on porte un uniforme. On l'a un peu oublié. Appartient un peu au passé. Deuxièmement, en tout cas, si vous pensez que l'Asie appartient au passé, moi je pense que c'est plutôt l'avenir dans pas mal de domaines, mais on peut discuter. Deuxième élément, ça existe déjà dans un certain nombre d'écoles. Alors c'est vrai, probablement pas dans des écoles officielles, mais c'est une réalité dans certaines écoles. Troisième élément, on sait aujourd'hui qu'il y a des effets de mode, des gadgets, que certains élèves sont stigmatisés parce qu'ils n'en portent pas le dernier polo, les dernières baskets ou quoi. Moi, je pense que ça peut être un élément d'égalisation. Et donc voilà, si la direction a décidé de le faire, mais pourquoi pas? Moi, je serais plutôt d'avis de dire, si une direction veut le faire et le met dans le projet pédagogique, après, c'est aux parents de décider si ils veulent quand même que leurs enfants aillent dans cette école ou pas. Et si c'est insupportable, ils peuvent toujours mettre leur enfant dans une autre école. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va apporter, ce principe d'égalité qui... Mais à mon avis, oui, ça va coûter moins cher aux parents, probablement, globalement, parce que vous savez, c'est quand même plus facile à gérer un uniforme avec quelques tenues de remplacement que la surenchère qui existe parfois au niveau de la mode. Si l'école l'a fait, je suppose qu'il y avait des raisons liées à l'école. La direction n'a pas fait ça uniquement pour le plaisir de le faire. Elle a estimé que ça créerait peut-être une certaine norme dans l'école, un certain climat apaisé. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut le faire, attention. Je dis simplement que je ne suis pas contre. Donc si certains établissements, y compris dans l'officiel, décident de le faire et annoncent clairement que ça fait partie du projet de l'école d'avoir un uniforme, après, comme tous les projets pédagogiques, chacun peut se positionner. Philippe Carlo. L'argument de l'uniforme pour effectivement essayer de niveler les différences sociales, effectivement, je l'entends bien, mais là, nous sommes à Saint-Josse, et il faut un peu connaître la population du lycée Guicudel. Tous les lycéens viennent des environs de l'école, et ils viennent tous du même milieu. Le milieu tonneaudois, c'est la commune où la population est la plus pauvre de Belgique. Donc, de différences sociales, croyez-moi, les quelques bourgeois de Saint-Josse qui inscrivent leurs gosses à l'école, c'est pas là qu'ils le mettent. Donc, déjà, l'argument, me semble-t-il, est irrecevable. Je pense qu'on a essayé de camoufler un problème de voile musulman sous une... Donc c'est ça le fond de l'affaire. Sous un argument de classe sociale qui n'existe pas. Parce qu'à ma connaissance, il n'y avait plus que 3 ou 4 écoles à Bruxelles où le port du voile était encore autorisé. C'est l'information que j'avais en tout cas. Donc si c'est un problème de voile, c'est effectivement totalement différent. Vous connaissez la position du maire à ce sujet. Moi, je ne crois pas, parce que j'ai lu dans la presse que ça ne visait pas le voile ici, en l'occurrence. La première version l'excluait, et devant le tollé, ils sont revenus en arrière. Oui, moi j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. C'est pas l'équipe éducative, c'est pas la direction, c'est l'échevin de l'enseignement qui a voulu en catimini faire passer cette histoire de foulard qui est socialiste, et l'interdire. Tout à fait, mais les socialistes l'interdisent à la ville de Bruxelles et dans beaucoup d'autres lieux. Et donc là, je pense que c'est l'échevin de l'enseignement qui a voulu interdire le foulard, qui du coup a inventé toute une histoire de code vestimentaire où on va même se mêler du vernis à ongles de jeunes filles de 15 ans. Enfin, je trouve ça
complètement absurde et ça va faire vraiment perdre du temps à l'équipe pédagogique qui du coup va discuter. Il y a plein d'autres choses intéressantes dans ce règlement. Quand on dit tolérance zéro par rapport aux violences physiques et verbales et qu'on s'en donne les outils, sur toute cette partie-là, le règlement, c'est un excellent règlement parce par le passé, on a eu des problèmes de violence qui n'ont pas été réglés comme ils auraient dû être réglés. Mais là, cette histoire de code vestimentaire, franchement, c'est du n'importe quoi. Mais non, c'est pas du n'importe quoi. Donc il faut Une quand même joute sous le genou. accepter. Allez. Mais si ça fait partie du règlement de l'école d'avoir un certain code vestimentaire pour Oui, là, on change les règles au milieu du jeu. Oui, ça, je veux bien que vous avez un point, donc de dire que pas vraiment, c'est à partir de la prochaine rentrée scolaire, non ? Donc voilà. Pourquoi être systématiquement contre une attitude qui, je suppose, je vais me trouver ici en train de défendre un échevin socialiste, mais un échevin socialiste, oui, effectivement, ou une direction d'école, je ne sais pas qui a décidé, qui probablement pas par idéologie. Mais vous aviez un uniforme à l'école, les femmes, non, mais enfin... Qui a mis un uniforme à l'école autour de cette Je le table? répète, monsieur, j'insiste sur cet argument. Moi, je me souviens que dans mon école, le jean, c'était interdit. Voilà. Ça vous a traumatisé? Je me souviens que à ce moment-là, l'école et les élèves ont fait des pétitions pour autoriser le jeans. Voilà, alors on reviendra sûrement sur Saint-Josse ce sujet qui passionne, la parce semaine que prochaine. Les internautes de la DH et de la Libre, eux, trouvaient ça très bien. Voilà. 83% d'opinions favorables dans votre journal. Oui, allez, 83% d'internautes. Voilà, ouais. Je voudrais qu'on évoque quand même quelque chose qui était important et qui s'est déroulé en fin de semaine. Ce sont ces perquisitions et l'audition du patron d'UBS, grande banque suisse. Je vous propose d'écouter la première déclaration à ce sujet. C'était jeudi soir, après les perquisitions de In van Wimmersch, la porte-parole du parquet de Bruxelles, au micro de Michel Gaillard. Nous leur reprochons de faire partie d'une organisation criminelle, du blanchiment d'argent, de l'exercice illégal d'une fonction d'intermédiaire financier en Belgique et aussi de fraude fiscale grave et organisée. Est-ce qu'on peut parler d'un réseau qui aurait quand même tout de ramifications internationales, sans doute encore à démontrer ? Oui, l'ampleur du réseau n'est pas encore déterminée, mais aujourd'hui nous avons fait des perquisitions à Bruxelles et qui dira l'ampleur de l'enquête que l'enquête va prendre. Alors il y a des propos très forts, très durs, on parle de blanchiment d'argent. Tout à fait. C'est assez inhabituel de la part du parquet dans ce genre de dossier quand même, non? Et puis c'est un vrai travail de lutte contre la fraude, on parle beaucoup de la fraude fiscale, de la fraude sociale, il y a eu des commissions, il y a eu plein de choses, plein d'intentions. Est-ce qu'on est enfin passé au concret des choses, pensez-vous ? Mais malheureusement, moi, d'après les informations que j'ai, pas tellement. Je pense que là, il s'agit d'une équipe volontariste, d'un juge volontariste. Ils ont eu quelques outils en plus, mais des infos que nous, on a, ils ont encore un cruel manque de moyens dans toutes les cellules policières et judiciaires qui s'occupent de la criminalité en col blanc. Et c'est vraiment dommageable, parce qu'on le sait, si l'enquête est bien menée, ça rapporte de l'argent à l'État. Et donc, engager dans ces domaines, c'est vraiment primordial. Philippe Carlo. Monsieur De Sec, c'est typiquement le genre de dossier qui risque de se clôturer par une transaction pénale. En l'absence, donc en échange de l'abandon des poursuites, le contrevenant reconnaît sa culpabilité et paye une somme d'argent à l'État. Il paraît que, d'après un journaliste de l'Agence Belga qui a écrit un livre sur ce sujet, c'est une revendication du MR. C'est le MR qui aurait exigé que la transaction pénale figure dans l'arsenal de la justice. Est-ce que vous trouvez que c'est équitable ? Écoute, d'abord, honnêtement, je ne sais pas si c'est la position du MR, je ne suis pas ces questions, je n'étais pas à la Chambre des représentants qui est le niveau de pouvoir adéquat, mais en soi, le principe de la transaction pénale ne me choque pas, parce que qu'est-ce que ça veut dire une transaction pénale ? Ça veut dire qu'être confronté au risque pour la justice, d'avoir des poursuites pendant 5, 10, 15, 20 ans, qui aboutissent parfois à des non-lieux, après tout, on veut tous le respect des règles de droit, hein, nous sommes un État de droit. Mais on prend le problème à l'envers. Si on renforçait les moyens de la justice, on n'aurait pas besoin d'attendre 5 ans ou 10 ans avant d'être capable de poursuivre les délinquants. Premièrement, vous avez un exemple où la justice semble fonctionner. Voilà, des poursuites sont engagées, il y a des choses qui se passent, et bon, s'il y a eu elle fonctionne au stade de l'instruction, c'est après que ça s'enlise. Donc justement, là, en soi, en tout cas, et je vous dis, j'ignore la position du MR là-dessus, mais, vous l'avez voté. Mais je vous dis aussi que ça ne me choque pas. Donc, confronté au risque de procédures extrêmement longues, des preuves qui sont très difficiles à réunir sans moyens inquisitorial, peut-être excessivement intrusifs dans un état de droit, éventuellement avoir une transaction donc, qui rapporte de l'argent à l'État, parce que c'est ça, hein, la transaction pénale, c'est quand même un rapport d'argent à l'État. Et donc une amende, une forte amende avec une pénalité,
les amendes fiscales, je pense, parfois peuvent atteindre 200-300% des montants fraudés. En soi, ça ne me choque pas, confronté au risque que les procédures s'enlisent pendant des années ou des dizaines d'années. Soyons clairs, qu'est-ce que c'est la transaction pénale? C'est dire ceux qui sont riches et qui peuvent payer des amendes vont éviter le jugement et le casier judiciaire. Je pense que c'est vraiment le contraire de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire une justice qui est équitable pour tout le monde. Une dernière question. Là, c'est un problème de donner les moyens à la justice. Une dernière question avec Marc de Bont. Oui, une forme de commentaire. Un patron qui est arrêté et qui est mis entre les mains d'un juge d'instruction, généralement ça crée une forme de traumatisme. On se souvient il y a quelques années de Didier Pinot-Valenciennes qui avait été lui carrément mis en prison par le juge d'instruction bruxellois, et on sent que effectivement quand la justice s'intéresse auprès des patrons, il y a comme une gêne, et je serais curieux de savoir si l'instruction va être aussi fluide que ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Allez, c'est la fin de l'émission. La revue des Unes. On commence avec Benoît Toussaint pour Métro. Alors une ou un papier avec cette exposition à découvrir à Tour et Taxi jusqu'au 31 août en pleine Coupe du Monde. C'est les fameuses images Panini qu'on peut revoir. Très très chouette expo avec des petites anecdotes aussi à gauche et à droite. Par exemple, ce déplacement d'Anderlecht en Biélorussie au Batey Borisov de triste mémoire. Votre album est complet ou quasi. où les équipiers de Jonathan Lejar lui avaient fait croire qu'il y avait un décalage horaire de 7 minutes avec la Biélorussie. Et qu'il avait avancé ou retardé sa montre de 7 minutes. Guy Bernard. 2 pages dans la Libre sur la multiplicité, le nombre croissant de millionnaires en Belgique et de par le monde, ou comment connaître en détail les éléments qui pourraient inciter à penser qu'une redistribution serait peut-être pas tout à fait inadéquate. Voilà, ou qu'il y a peut-être parfois des fraudeurs en Belgique. C'est pas exclu. Un disque, c'est Philippe Carlo. Oui, un peu de musique pour adoucir les mœurs des supporters en cas de victoire ou pour les apaiser en cas de défaite. C'est Sharon Van Eaton et son nouvel album qui s'intitule Are We Here? Alors je vais me tourner vers une autre caméra pour le choix de Marc de Bont. Oui, un petit clin d'œil. La Belgique joue demain, joue jeudi. L'occasion peut-être d'avoir un endroit pour aller les supporter et montrer les couleurs avec un pin, c'est plus discret que des chaussettes pour les rétroviseurs. Et peut-être un défi peut-être, si la Belgique passe le premier tour, qui autour de la table acceptera de mettre la perruque de Fellaini? On verra ça éventuellement la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi les experts. Bouge B et puis After, c'est la suite de votre programme sur Télé Bruxelles. Bon week-end à tous.